Bonjour tout le monde, merci d'être là. Merci de l'intérêt que vous portez à ce sujet si délicat qui tient vraiment à cœur à toute mon équipe. Mon nom est Patricia Germain, je suis professeure-chercheur à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Je suis une nouvelle dans l'équipe à l'IUJD aussi, mais d'abord et avant tout, je voudrais un petit peu me présenter pour que vous compreniez mon cheminement, le cheminement de mon équipe, puis pourquoi aujourd'hui on va vous parler d'un sujet aussi délicat. Je tiens à vous dire aussi que les résultats que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont des résultats préliminaires. On n'a pas terminé notre travail, mais quand même, je crois qu'il y a des choses que ça vaut la peine d'échanger avec vous. Alors, je suis une infirmière de pédiatrie. J'ai travaillé longtemps à l'hôpital Sainte-Justine, notamment à la clinique de santé internationale où on recevait les enfants de l'adoption internationale. Et étant consciente des besoins de ces enfants-là, je ne pouvais pas rester là à rien faire. Donc, je suis partie en mission très souvent, que ce soit Haïti, en Chine, au Vietnam, pour aller travailler dans les orphelinats, pour comprendre les besoins de ces enfants-là. Et j'ai porté un intérêt particulier pour les enfants qui n'auraient pas la chance et qui n'ont pas eu la chance d'être adoptés dû à leurs conditions de santé. Notamment, je travaillais au Vietnam pour enseigner aux nourrices. Les nourrices, c'est un peu les cousines des infirmières qui s'occupent dans les orphelinats de ces enfants-là. Leur enseigner comment on peut prendre soin d'un enfant, par exemple, qui a le VIH. Parce que souvent, ces enfants-là étaient laissés pour compte et avaient un impact, vous pouvez imaginer, au niveau de leur santé physique, leur santé mentale, que ce soit au niveau de la nutrition, des infections, du relationnel, vous pouvez très bien imaginer. Ces expériences-là m'ont amené à comprendre énormément de facteurs et à quel point la santé venait jouer un rôle important et à quel point il y avait une interrelation entre le social et la santé. Ça m'a amené à comprendre des enjeux aussi de soins. Ça m'a amené à comprendre différents aspects où je me disais que la recherche devait poursuivre, mais en allant chercher le regard de plusieurs professionnels. Ça m'a permis de poursuivre, d'aller chercher dans d'autres disciplines, de m'intéresser aussi à la perception à hauteur d'enfants, de comment ils pouvaient voir lorsqu'ils arrivaient ici. Ils étaient dans une famille où il y avait plusieurs ethnies différentes, comment ils percevaient ça, comment ça se passait. Et le fil conducteur de tout ça, ce qui me tient là-dedans et ce qui tient mon équipe, c'est le quotidien. Ce qui m'intéresse le plus, et je vous présente mon équipe, c'est l'extraordinaire dans l'ordinaire. Ça a l'air bête, mais c'est comme ça. Et c'est probablement à cause de ce chemin-là que je m'intéresse à ça. C'est comment le petit quotidien, les petites choses qui nous embêtent au quotidien finissent par grossir, grossir, grossir et devenir une immense situation de crise où on essaie d'obtenir de l'aide et ça ne fonctionne pas. Donc, c'est un peu ce qui m'intéresse le plus. Et c'est comme ça que notre équipe s'est constituée. Notre équipe, elle vient de tous les horizons. On a des gens dans notre équipe qui viennent du milieu communautaire, qui viennent du milieu de l'éducation, qui viennent de la santé, du domaine social, de la DPJ, qui ont une portée légale. On a vraiment une vision très, très, très interdisciplinaire et on s'intéresse vraiment au quotidien du point de vue des familles, du point de vue des personnes adoptées, du point de vue aussi des professionnels, tant santé que services sociaux. Mon co-chercheur ne pouvait pas être avec moi aujourd'hui. Il vous salue bien sûr. Il s'agit de Carla Cherté, qui est psychologue et qui s'intéresse beaucoup, beaucoup à la vulnérabilité des familles. Et vous comprenez qu'une des phrases que je pense que plusieurs personnes qui connaissent Carl savent qu'il dit régulièrement, la vulnérabilité, c'est un contexte. Et vous allez voir qu'à quel point, dans ce qu'on vous s'apprête à vous présenter, c'est tout à fait le cas. Je suis accompagnée aussi de notre coordonnatrice qui est Angela Esquivel, qui est doctorante en psychologie. Angela s'intéresse à la parentalité adoptive, mais aussi elle porte une attention particulière aux situations de crise, à l'attente de l'enfant d'adoption internationale, parce qu'on ne se cachera pas, c'est quelque chose qui est même très important. Donc, la santé. Qu'est-ce qu'une infirmière va venir nous raconter par rapport à tout ça? Ben, nous, on a comme objectif, perspective, je dirais, de regarder la santé comme étant un état complet de bien-être. En fait, c'est la définition de l'OMS, un état complet de bien-être au niveau physique, mental, social. Donc, pas juste une affaire d'absence de maladie ou quoi que ce soit. Bref, c'est comment on peut être bien dans notre vie de tous les jours. C'est pour ça qu'on s'intéresse au quotidien puis à comment ça se passe concrètement. Ce qui fait qu'on a une très grande programmation de recherche qui va être
qui va aller chercher différents aspects, que ce soit la santé proprement dite ou l'état de santé des personnes, les antécédents médicaux et l'impact que ça a, les antécédents, la quête des origines en lien avec les antécédents médicaux, que ce soit les tests génétiques sur Internet, etc., ou encore l'impact que la santé a sur la relation parent-enfant, l'impact que ça a pour la personne adoptée qui devient un parent et cette personne-là qui peut avoir des questionnements sur sa santé, mais aussi au niveau de l'éducation par rapport à l'entrée à l'école, au CPE, au développement de l'enfant. Donc, de plus en plus, on a cette vision-là beaucoup plus large parce qu'on trouve qu'il y a beaucoup trop de silos et que ces familles-là, eh bien, elles sont confrontées continuellement à « oups, ça c'est dans tel domaine, oups, ça c'est dans tel domaine, oups, c'est dans tel domaine ». Pourtant, le quotidien, ça touche tout ça. Donc, c'est ce qu'on essaie tranquillement, pas vite de faire. Dans le cadre d'un mandat que nous avons eu au ministère de la Santé et des Services sociaux et du secrétariat à l'adoption internationale, on dresse actuellement le portrait de l'état de santé des personnes adoptées et on essaie de faire la trajectoire des soins et services. Et pour y arriver, parce qu'on m'a demandé de reculer jusqu'en 1990 jusqu'à 2016, mais pour y arriver, on a pris 3 angles. Les personnes adoptées adultes, les pères et les mères qui ont adopté, ainsi que tous les professionnels de la santé et des services sociaux. Et là, on va très large, tout professionnel en privé, en public, au public, etc., qui pourrait faire une quelconque forme d'accompagnement aux parents, on veut les entendre. Et dans le cadre de ce projet-là, bien, il y a un petit groupe ici qu'on est allé chercher parce qu'on se rendait compte justement qu'il y avait des situations qui étaient tellement problématiques, tellement difficiles, que la famille, eh bien, elle avait complètement éclaté. Et pour ces situations complexes-là, ça nous prenait du délicat, ça nous prenait de l'attention, mais ça nous prenait surtout un regard interdisciplinaire pour regarder ça. Alors, c'est là où je situe aujourd'hui avec ma collègue Angela. C'est ici, on va aller vous présenter ce que ces familles-là ont vécu. Juste pour se situer, parce que parfois, on est plus dans un domaine d'adoption peut-être nationale ou de protection de l'enfance. On n'est peut-être pas tout le temps au courant de tous les petits changements qu'il y a eu. Juste vous rappeler qu'il y a eu plusieurs changements au niveau de l'adoption internationale et que vous savez qu'au début des années 90 jusqu'au début des années 2000, on frôlait les 900 à 1000 adoptions par année au Québec. Donc, c'était quand même beaucoup de familles qui adoptaient des enfants. Ça allait assez rondement. À partir du milieu des années 2000, on a vu une diminution de ce nombre-là et on le voit tranquillement, pas vite aussi, que ça a beaucoup diminué. Puis je ne vous cacherai pas que les années, on a les statistiques officiellement jusqu'en 2017, 2018, 2019 vient de sortir, mais ça diminue aussi tranquillement. L'erreur, c'est de penser, et c'est ce qu'on se fait souvent dire, il y a moins de monde, donc il y a moins de besoins. Faux. Ce n'est pas parce qu'il y a moins de monde qu'il y a moins de besoins. Peut-être que les besoins sont au contraire beaucoup plus importants et qu'il faut un petit peu plus soutenir ces familles-là. Et lorsqu'on regarde juste la statistique d'une année, on oublie justement tous ces gens-là qui sont entrés et qui, dans cette trajectoire de vie-là, peuvent avoir des besoins à d'autres moments de leur vie. Le profil aussi d'enfants a changé. Maintenant, les enfants arrivent, sont beaucoup plus âgés. On avait dans le fin 90, début 2000, des enfants qui étaient autour du 1 an. Maintenant, on parle d'enfants de 3 ans et demi, 4 ans, parfois un petit peu plus vieux. Ça fait une différence. Des enfants qui ont eu un vécu, qui ont un bagage, qui ont un petit sac à dos, comme plusieurs d'entre vous utilisez comme expérience, qui est un petit peu plus chargé, mais aussi des enfants qui vont arriver avec une fratrie, ce qui est un défi supplémentaire pour une famille. Des fratries de 2, de 3, des fratries dont le plus vieux est souvent très près de l'âge de presque l'adolescence, donc c'est quand même aussi un défi supplémentaire. Et besoins spéciaux, ça c'est le sac, je dirais, le mot qui veut dire tout et rien à la fois. Ce n'est pas nécessairement besoins spéciaux par rapport au fait ce qu'on connaît ici, soit à l'école ou dans les services sociaux, mais besoins spéciaux peuvent prendre des formes très variables dépendamment du pays où on est.
Je me souviens qu'à une époque, à la fin des années 90, un besoin spécial, ça pouvait être une fille, parce qu'être une fille nécessitait qu'on allait peut-être avoir moins accès à l'éducation, moins être dans un endroit où on aurait peut-être eu moins accès à des soins aussi. Maintenant, c'est plus le cas. Un besoin spécial, ça peut être une maladie plus importante, une nécessité de suivi, de chirurgie, des besoins spéciaux qui sont plus complexes, mais qui sont parfois difficiles à évaluer. Et c'est là où le regard interdisciplinaire est important parce qu'on peut avoir de la difficulté des fois à saisir ce que ça représente. Je vais vous donner l'exemple de la fissure labiopalatine pour nommer celle-là, par exemple. On va souvent dire, ben, c'est une chirurgie. C'est vrai, c'est une chirurgie, mais ça implique des suivis, des soins. Et ça va impliquer quoi? Probablement un suivi en ergothérapie parce que ça va être difficile au niveau de l'alimentation. Ça va impliquer aussi un suivi probablement en orthophonie parce que l'apprentissage du langage va devenir plus important, plus difficile ou l'élocution de tout ça va devenir plus complexe. Ça va nécessiter un suivi parce qu'au niveau de l'estime, au niveau de l'image, vous voyez, d'une simple chose qu'on peut présenter comme étant juste une chirurgie, il peut avoir plusieurs autres besoins qui sont peut-être parfois sous-estimés. Et c'est cet aspect-là qui est important de prendre en considération parce que c'est ça qui est dans le quotidien des gens et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, ça devient, je m'excuse l'anglicisme, un build-up, quelque chose qui devient plus gros et qui devient difficile à gérer au quotidien, surtout quand c'est difficile d'obtenir de l'aide, des soins ou des services. Donc, l'objectif que j'ai aujourd'hui, on pourrait faire une journée complète tous ensemble. On aurait tellement de choses à vous dire, mais mon objectif, c'est vraiment de vous sensibiliser à propos des expériences que vivent ces familles-là, que certaines de ces familles-là de l'adoption internationale vivent. C'est vraiment mon but, c'est que vous repartiez ce midi avec la sensibilité et l'écoute et peut-être aussi le fait d'être un peu plus ouvert à l'idée que c'est peut-être pas là où vous en attendiez qu'il pourrait y avoir un risque d'éclatement de famille. Et ça, si on a réussi ça aujourd'hui, je vais être très, très, très heureuse de ça. Je vous raconte une petite histoire. Il y a 24 ans, ça ne me rajeunit pas, mais il y a 24 ans, alors que j'étais à l'hôpital Sainte-Justine, je travaillais à la clinique, je me souviens de plusieurs familles, mais dont une en particulier. C'était la première fois que j'ai vécu ça. Cette famille-là, il y avait plusieurs enjeux de santé. Le quotidien devenait lourd. Et oui, parce qu'on va en parler tout à l'heure, oui, il y avait des enjeux au niveau de l'attachement chez cet enfant-là, mais ce n'était pas que seulement cet élément-là, il y avait beaucoup d'éléments. Tranquillement, pas vite, essaye d'avoir des services, essaye d'obtenir des soins, essaye d'obtenir du soutien. La famille se referme, s'isole de plus en plus, éclate, le couple éclate, la famille éclate, jusqu'au jour où le parent qui était resté avec cet enfant-là a décidé de malgré toutes les demandes d'aide qu'on avait faites et qu'on essayait de les soutenir du mieux qu'on pouvait, a décidé de s'auto-dénoncer à la DPJ en disant « Je n'en peux plus, venez chercher cet enfant-là ». Et c'était quelque chose qui m'a marqué beaucoup. C'était le jour de Noël, ça m'avait frappé de voir à quel point il y avait de la détresse chez cette personne, chez ces parents-là, qui avaient eu une... On se demandait vraiment, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, c'est il y a 24 ans, c'était un sujet qui était tabou, puis qu'on n'en parlait pas. C'était supposé être une situation exceptionnelle. Sauf qu'à chaque fois que je présentais en conférence, à chaque fois que j'allais quelque part, il y avait toujours quelqu'un à la fin de conférence qui me disait « Est-ce que je peux te parler? Je voudrais te raconter une histoire personnelle, une histoire de famille que j'ai accompagnée, une histoire que j'ai vue, une histoire racontée par un organisme ou encore une association qui dit « J'ai quelque chose à te dire, il y a des gens qui souffrent, ils souffrent en silence, on ne sait pas à quel point il y a des gens qui sont en besoin d'aide, on l'ignore. » Alors, je peux vous dire que maintenant, c'est de plus en plus connu et documenté au niveau des écrits scientifiques. Entre autres, il y a l'équipe de Palacio en Espagne qui s'est intéressée à la rupture. Il a récemment sorti, je dirais il y a un mois, un document et l'équipe de Palacio va s'intéresser essentiellement à l'adoption nationale. On avait eu un échange lors de l'ICAR 6 à Montréal. Il m'avait dit, moi, je m'intéresse plus à l'adoption nationale. Il y a quand même des choses qu'on va pouvoir faire, des parallèles, mais quand même. Donc, parmi les variables que cette équipe-là avait notées,
qui avait un impact majeur au niveau des ruptures, c'est l'âge au moment de l'adoption. L'âge, l'apparentement. Donc, l'apparentement, c'est le fait d'avoir un dossier d'adoption, une proposition d'adoption avec des parents qui sont prêts à accueillir un enfant et qui sont ouverts à certaines choses ou pas. Donc, par exemple, ils vont dire, nous, on est prêt à prendre un enfant qui a un handicap, mais on ne serait pas prêt de vivre avec telle chose. Cet apparentement-là, il est important parce que si vous avez besoin, par exemple, d'un suivi hebdomadaire dans un centre tertiaire et que vous restez, par exemple, à Chibougamau, c'est clair que ça va devenir plus compliqué. Donc, cet apparentement-là, il est important. Donc, dans le cas de Palacio, il nous dit, écoutez, mes amis, il y a quelque chose là. Il y a l'âge au moment de l'adoption, il y a l'apparentement, et il y a la manifestation de problèmes de comportement chez les enfants. Ça, c'est vos 3 variables qui ont un impact majeur sur le risque de rupture. L'équipe de Diaz dit, écoutez, c'est un sujet très tabou, encore là au niveau de l'adoption nationale, parce que on a accueilli cet enfant-là, on a été famille d'accueil, on l'a accueilli, on l'a adopté, et ça s'est mis à aller mal, et de mal, et de mal, et de mal en pis, si bien qu'à un moment, il y a un moment qui éclate. Et il y a, je dirais, une mise en parenthèse de la relation avec l'enfant, entre l'enfant et le parent. Donc, c'est un sujet qui est tabou, c'est difficile parfois de recruter. Les familles qui vivent ça, cette expérience-là, ils sont très, très vulnérables. Soyez prudents. Du côté de l'adoption internationale, on a Verboya qui avait regardé et dit, écoutez, les dossiers de santé, les dossiers, la proposition qu'on fait aux parents, mais parfois c'est incomplet. Je pense que les parents, ce qu'ils nous disent, c'est, je pense que les parents, ils manquent parfois d'informations sur la santé physique et mentale, mais aussi ils manquent d'informations sur ce que ça veut dire dans le quotidien. Et ils manquent des connaissances sur le besoin de service, mais aussi sur ce qu'ils vont avoir comme service, ce qui fait que parfois, ils ne sont pas prêts à accueillir un enfant qui a des besoins et ils ont besoin d'aide. Et puis, peut-être qu'on ne les a pas accompagnés adéquatement. Pensez-y. C'est ce qu'on nous dit dans cette étude-là. En 2016, poursuite de ce genre d'études-là, donc sur l'expérience des parents américains qui ont vécu une rupture en adoption internationale, 13 parents, dont 11 qui avaient déjà un enfant, j'ai marqué biologique, mais nous, on aime bien dire un enfant de naissance dans la maison. Il nous suggérait à ce moment-là que la dissolution avait un impact sur toute la famille, mais vraiment tous les membres de la famille, et que les répercussions étaient à long terme. Ça, je peux vous dire, c'est vraiment là où on s'en va, nous. C'est ce qu'on trouve actuellement. Et que c'est un processus qui est extrêmement complexe, que là-dedans, la rupture, donc l'éclatement arrive après un processus très, très, très compliqué et surtout une décision extrêmement difficile qui peuvent entraîner de la détresse psychologique pour les parents et les autres membres de la famille, les témoins dans le fond, pendant des années et des années. C'est extrêmement difficile et extrêmement lourd. Donc, le message, c'est faites attention à ces gens-là. Essayons d'être plus en prévention qu'autre chose. Toujours chez Palacio, ce qui nous rapporte, il nous aborde l'âge au moment de l'arrivée et il tente un facteur de risque. Il dit, écoutez, lorsqu'un enfant arrive entre 5 et 9 ans, il faut multiplier le risque de rupture par 3. Lorsqu'il arrive entre 10 et 14 ans, multiplier le risque par 4. Lorsqu'il arrive à plus de 15 ans, multiplier le risque par 9. Or, 75 des ruptures de son étude à lui, les enfants étaient âgés de plus de 6 ans. Dans son cas à lui, il n'a pas démontré de lien avec les besoins spéciaux. C'est la différence que nous, on va vous aborder. Et ce qu'il a pu démontrer, c'est que dans tous les cas, les attentes des parents jouaient un très, très grand rôle par rapport à ce qui s'était imaginé comme situation de vie familiale versus à ce qu'ils vivaient. Et là, je veux prendre un petit 2 minutes pour dire, c'est pas parce qu'on a ici des facteurs de risque que ça va être exactement ça. On a des familles qui vont adopter des enfants plus âgés, ça va bien se passer, ils vont être bien accompagnés, ils vont avoir tout ce qu'il faut, puis ça va aller, et ça peut les heurter. Ils pourraient entendre ça en ce moment, puis ils pourraient être heurtés. Alors, comme je ne vous vois pas, je ne sais pas qui vous êtes, je veux juste prendre soin de ça. Ce n'est pas quelque chose qui est one size fit all pour tout le monde. Il peut y avoir des exceptions, mais c'est juste que lorsqu'on a des âges plus avancés, ce qu'on dit, c'est soyons plus aguerris et soyons plus délicats par rapport à tout ça. Maintenant, vous allez voir qu'on manque de mots.
on manque de mots. Dans les études, le mot qui est utilisé beaucoup, c'est disruption. Disruption, pourquoi? Parce qu'on va parler des situations où un enfant a été placé, jumelé à un parent adoptif ou un tuteur, mais à ce moment-là, le placement, il a pris fin avant l'adoption légale. Donc, ça s'est passé avant. Ça, c'est une situation qui n'est possible que par l'adoption nationale, pas au niveau de l'adoption internationale. Pourquoi? Parce que pour que l'enfant quitte le pays, s'en vienne, bon, dépendamment des pays, ça peut changer, mais il y a un lien qui est créé avec le parent. Il n'y a pas de moment où le parent est comme le foyer d'accueil ou la famille d'accueil de cet enfant-là. Pour que l'enfant s'en vienne au pays, pour qu'il puisse changer de pays, il doit avoir un lien établi entre le parent. Donc, on va avoir créé légalement ce lien-là, ce qui fait que cette situation-là n'est pas possible en adoption internationale. Lorsqu'on va parler de dissolution, on fait plutôt référence à une situation où l'adoption a pris fin après avoir été légalisée. Donc, l'adoption a eu lieu et là, ça éclate et ça éclate habituellement quelques années après, après l'adoption. Donc, le terme rupture d'adoption, ça désigne pour le moment la situation où l'enfant a été retiré de manière permanente de la famille où il devait rester. Et vous allez voir avec les résultats qu'on va vous parler, c'est pas tout à fait ça qui se passe. C'est pas ça dans tous les cas. Il reste quelque chose. Tous les auteurs s'entendent pour dire une chose. C'est pas le bon mot. On trouve pas le mot. En fait, il n'y a pas de mot. Puis, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Je vais aller justement avec le pas de mots. Le pas de mots. Il y a une chanson de Linda Lemay qu'elle avait écrite pour justement la perte d'un enfant. Elle écrivait ces mots-là. Quand on perd ses parents, on s'appelle orphelin. Quand on perd son épouse, alors on s'appelle veuf. Quand on perd sa jeunesse, ben, c'est vieux qu'on leur devient. Mais quand on perd son gamin, il n'y a pas de mots. Et ça, c'est l'idée que je veux garder en tête, c'est qu'il n'y a pas de mots. L'enfant n'est pas décédé, mais le lien est brisé et il y a une mise à distance qui est là, est extrêmement souffrante des deux côtés, mais il n'y a pas de mots pour expliquer ça. Et ça, c'est une sensibilité qu'il faut avoir parce que le parent se dit toujours impliqué, se dit tout tuteur, se dit encore responsable. Vous allez voir. Donc, vraiment, notre but, c'était d'écrire ces situations-là et d'essayer de trouver les facteurs de risque et les facteurs de protection. Donc, dans nos résultats préliminaires, on a eu 11 mamans, 5 papas. Je tiens à vous dire que les pères et les mères, parfois c'était les deux parents de la même situation, parfois non. Ce qui est intéressant aussi, je tiens à le préciser, qu'on était dans presque toutes les régions du Québec, de très, très loin dans les régions qui sont vraiment rurales, éloignées, urbaines, suburbaines. On est allé partout, un peu partout. Donc, non, on ne se situe pas juste à Montréal. Non, les situations qui vont mal ne sont pas juste en région. Il y a vraiment de tout qu'on a pu rencontrer. Les adoptions avaient eu lieu entre 1990 et 2014. Plus de 81% étaient des couples et 18% étaient des célibataires. Et la notion de temps devient importante ici. Pourquoi? Parce que les parents avaient eu le temps de se déposer, avaient eu le temps de réfléchir, il y avait eu le temps, un certain espace pour une mise à distance nécessaire parce que l'expérience avait été beaucoup trop souffrante. Donc, il faut comprendre qu'ils étaient capables de porter un regard a posteriori, d'essayer de nous raconter ce qu'ils avaient vécu, ce qu'ils nous proposaient. Ils étaient vraiment d'une générosité immense. Je ne sais pas si parmi vous, il y a certains parents qui ont participé, qui assistent aujourd'hui, mais je tiens à les remercier du plus profond de mon cœur parce que leur contribution a été vraiment remarquable et elle va aider pour la suite des choses, c'est certain. Ben, l'idée de pas de mots, je veux que vous reteniez ça, pas de mots. Pourquoi? Parce que souvent, les parents, ils nous contactaient pour participer à un autre volet de notre projet de recherche, sur la santé, sur l'éducation, sur plein d'autres choses. Et c'est lors de l'entretien qu'on découvrait qu'il y avait eu une situation conflictuelle, une situation de rupture. Les parents que je vous présente, c'est les parents qui nous ont contactés clairement pour nous dire « Moi, j'ai vécu ça, je m'identifie à ça et je vais vous raconter. » Mais ce que j'essaye de vous dire comme chercheur, c'est attention, il y a des familles qui vivent des situations très difficiles
et qui ne se reconnaissent pas dans ces mots-là, mais qui vivent des choses très, très, très complexes et qui ont besoin d'aide. Donc, nos entretiens étaient très difficiles et je veux vous dire qu'on a pris soin de mettre autour de l'équipe et de mettre autour des participants un espace sécuritaire. Vous comprenez qu'on ne pouvait pas aller là sans qu'on ait tout ce qu'il faut pour répondre si jamais il y avait des gens qui avaient de trop grande détresse ou s'il y avait quoi que ce soit, on avait travaillé pour avoir ce dispositif-là, mais aussi une détresse chez nos assistants de recherche qui entendaient des choses très lourdes et très dures et qui se disaient « Oh là là, qu'est-ce que je fais avec tout ça? » Donc, c'était un projet où il a fallu, je dirais, envelopper, prendre soin vraiment dans beaucoup, beaucoup de délicatesse et aussi dans le traitement, quand on travaille les analyses, on est obligé de faire attention aussi à notre équipe parce que ce sont des propos qui sont très lourds. Maintenant, s'il y a une phrase que je veux que vous reteniez des résultats, c'est celle-ci. C'est la force, elle est dans la limite, et la limite, elle est dans la force. Autrement dit, il n'y a rien, autant qu'on va avoir des enjeux positifs dans les facteurs qui vont me protéger, autant comme miroir, il pourrait devenir un élément qui va me nuire. Et ça, c'est très important à retenir. Donc, une des choses qui est jamais clairement dite, c'est l'aspect de la santé. Pourquoi c'est pas dit? C'est parce que les gens, ils nous parlent de plein ils nous s'attendent à nous dire plein de choses, et là, tout d'un coup, ils nous parlent de leur quotidien. Parlez-moi comment ça va. Et là, ils nous parlent de la santé, à quel point c'est difficile, et c'est souvent l'élément qui a fait qu'on n'a pas vu venir le train nous foncer dedans. Je vous explique. Si vous avez, par exemple, je vais revenir à cette image-là, inquiétez-vous pas, un enfant à qui vous devez donner un médicament, souvent ils arrivent, ils ont des parasites, ils ont des infections, il faut réalimenter l'enfant parce qu'il souffre de malnutrition, même s'il est assez âgé. C'est complexe à faire. Réalimenter un enfant qui est en malnutrition, c'est pas évident, c'est pas juste un petit dîner rapide de 30 minutes. Ça va demander plus d'efforts, ça va demander un soutien, ça va demander des rendez-vous, d'aller un peu partout. Donner des médicaments pour des enfants, entre autres pour les parasites, je ne vous le cacherai pas, c'est dégoûtant. Le goût de ces médicaments-là sont absolument dégoûtants. On a beau faire plein de d'entourloupettes. Souvent, les médicaments sont faits pour, 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 pour des adultes, je dirais, où ils vont se dire, bon, je prends 1, 2, 3 goûts, je le prends, c'est fini. En pédiatrie, ça ne marche pas comme ça. Donc, d'avoir à donner des médicaments, à tenir l'enfant, le contraindre, faire des soins qui ne sont pas nécessairement agréables, ça n'aide pas, ça, à la relation. Et c'est des enfants qui vont avoir parfois beaucoup, beaucoup de vomissements, de diarrhée, etc. Donc, les parents ont beaucoup de soins à faire. Ça devient lourd. À travers ça, il y a des crises. Et c'est dans ce quotidien-là que ça commence à se monter, mais qu'on ne voit pas aller ça. C'est comme s'il y en a. Voyons, on va s'en sortir, là. On va reprendre notre souffle, on va y arriver. Donc, ce poids-là du quotidien, il est important parce qu'on demande beaucoup aux parents. On leur demande beaucoup d'être des soignants au départ, de faire beaucoup de soins et après ça, et à tout en même temps de travailler la relation. Donc, c'est quelque chose qui affecte beaucoup le quotidien et que les parents nous disent, sais-tu, je trouve ça pas évident parce qu'on dirait que quand je dis que je trouve ça lourd, donner ces médicaments-là, faire ci, ou aller à 14 000 rendez-vous parce qu'il y a un trouble du spectre il y a un trouble du spectre de alcoolisation fétale, ou il y a, bon, c'est pas nécessairement, ils n'ont pas nécessairement d'espace pour que ce soit entendu et c'est pas reconnu que c'est lourd. Juste d'avoir quelqu'un qui dit, ben oui, c'est vrai, c'est pas évident, ils se sentent déjà soulagés. Dans les facteurs de protection, ben, on a l'implication des parents. Ce sont des parents qui ont mené de front ce dossier-là pour aller à l'étranger, pour adopter à l'étranger. Donc, ils sont capables d'en prendre et ils le savent. Ils sont débrouillards, souvent ils vont dire, c'est pas n'importe qui est capable d'aller adopter à l'étranger parce que ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de suivi, d'aller chercher des documents, des évaluations, des ci, des ça. Il faut monter le dossier, il faut aller. Ça demande beaucoup. Et ça, c'est un facteur de protection. Pourquoi? Parce qu'ils sont capables d'aller solliciter de l'aide, d'aller chercher de l'aide, d'aller demander. Ça, ils sont forts là-dedans. À l'inverse, justement parce qu'ils sont forts, ben, ils se disent que si c'est difficile, c'est un peu de leur faute parce qu'ils sont allés chercher tout ce qu'ils pouvaient comme aide, puis qu'est-ce que je peux aller chercher d'autre? Puis
Et souvent, ils vont se faire des commentaires inappropriés en ce sens-là. Et ça va nuire. La situation familiale, le fait que souvent on va avoir les 2 parents qui ont fait le processus d'adoption, le fait que les 2 parents souvent ont un niveau de scolarité plus élevé, ont je dirais des ressources internes. Ça va pouvoir protéger, ils sont capables d'aller mobiliser des choses. Toutefois, parfois, trop souvent, ils s'isolent en se disant: «Oui, mais on est capable, on n'a pas besoin de ça. Il y a des familles qui ont plus besoin que nous. Nous, on va s'organiser.» Ce qui va aider aussi, c'est d'avoir des professionnels sensibles à l'adoption ou à l'arrêté de l'adoption. Très souvent, quand ils commencent à demander d'aide, que la personne dit en partant: ben moi, je ne connais pas ça, ça, ce n'est pas mon domaine. Ça bloque complètement la relation et la demande d'aide vient d'être complètement écrasée au moment où on demande de l'aide. Lorsque les parents commencent à parler de certains types de problèmes de santé et qui demandent des questions, ils disent: ben, j'ai lu sur l'attachement, j'ai lu sur telle chose, j'ai lu sur telle chose, je m'inquiète sur ça, et que le professionnel semble fermé à la discussion, ben, je vous dirais que ça l'aide pas. Mais par contre, quand il semble que le professionnel est sensible à l'adoption, ça va aider. Un milieu scolaire qui fait équipe avec les familles versus un milieu scolaire qui est, je dirais, plus cassant en demandant des choses, on ne déroge pas de ce qu'on est habitué, ben ça va faire la différence. Un milieu scolaire qui va être à l'écoute de la famille, qui vont faire vraiment un partenariat avec la famille, qui vont comprendre que c'est difficile, mais qui ne vont pas tout de suite rentrer dans l'idée que cet enfant-là peut être en train, par exemple, de manipuler ou faire quelque chose du genre. Bien, déjà, ça va faire une grande différence. Il va y avoir une cohérence qui va être faite tant pour l'enfant que pour les parents, que pour le reste de la fratrie. Les défis, je dirais les facteurs de risque, bien, au niveau de l'apparentement, c'est là qui est l'élément le plus important à porter notre attention. Parfois, on peut se faire dire: ben, c'est juste ça, le problème de santé, puis c'est juste ça que ça va nécessiter. Mais des fois, c'est pas juste ça, puis ça va demander un petit peu plus de soutien et d'aide. Le sentiment, j'ai marqué d'être invincible. C'est que souvent, ils se font dire: mais non, mais vous êtes capable de prendre ça, c'est correct, là, vous êtes capable, vous avez la capacité de le faire. On a beau se dire qu'on est capable de prendre en charge, qu'on a réussi peut-être avec 1, 2 ou 3 enfants. Il faut faire attention. Nos parents peuvent devenir fragiles à ce niveau-là. Il faut en prendre grand soin. Je regarde l'heure parce que j'ai peur de manquer de temps. Je suis désolée. Bon. L'âge au moment de l'adoption, effectivement, c'est un enjeu très important. Et ce qui est le plus important à se souvenir, c'est qu'il y a une absence de préparation du côté des enfants. Donc, imaginez que vous êtes dans un autre pays. Et puis, vous êtes dans une institution, donc ce qui fait que vous ne saisissez pas nécessairement ce que ça signifie un papa et une maman. Et ça, c'est différent de l'adoption nationale. Il n'y a pas vu d'autres modèles de famille vécu à l'orphelinat. Il y a des enfants qui ont été même dans la rue avant d'être amenés à l'orphelinat, avant d'être proposés en adoption. Donc, cette absence de préparation-là, oui, les gens essaient de leur parler. Il y a un papa, il y a une maman, tout ça. C'est très abstrait pour certains enfants, c'est difficile à comprendre. Certains aussi sont plus âgés, ils ont la fratrie, il y a eu un rôle de protection envers les autres, ils ne font pas confiance facilement aux adultes. Donc, c'est un enjeu particulier par rapport à l'absence de préparation des parents, des enfants. Du côté des parents, ben, c'est difficile. On fait ce qu'on peut pour se préparer, mais vous comprenez qu'il y a une difficile préparation pour les parents parce qu'il y a une zone qu'on ne peut pas prévoir. Il y a un niveau d'imprévu, de risque qui est difficile à comprendre. Ce qu'on peut faire, c'est lorsqu'on a une proposition puis qu'on sait que, par exemple, il y a tel type de problème de santé possible, bien, d'accompagner les parents puis de mettre ce qu'il faut autour pour pouvoir avoir des services puis pour avoir l'accompagnement nécessaire puis qu'ils sachent, qu'ils puissent parler peut-être à d'autres mondes, voir comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il y en est. Mais le fait de... Il y a une partie dans la préparation qui devient très, très difficile. L'autre chose, c'est l'absence d'écoute et l'impuissance du service professionnel. Souvent, les professionnels essayent, puis ça, comme je vous disais dans la petite histoire que je vous racontais au départ, les professionnels se sentent
dépassés parce qu'ils essaient tant bien que mal d'obtenir des services. C'est compliqué, c'est par silo. Parfois, on essaie d'avoir la pédopsychiatrie, ça ne fonctionne pas, on n'est pas dans le bon code postal, on n'est pas à la bonne place, on essaie d'avoir, on pousse, on est, oups, ça va bien. Et souvent, ce que les parents se font dire, c'est, bien, vous êtes des parents adéquats, vous faites ce qu'il faut, vous êtes tout à fait adéquat, je ne peux pas faire plus. Vous ne seriez pas adéquat, je pourrais peut-être vous offrir plus, mais pour l'instant, je ne peux pas vous offrir plus parce que justement, vous essayez de soutenir cet enfant-là, vous essayez de sauver la relation, vous essayez de faire quelque chose. On n'est pas capable. Et même le professionnel qui se retrouve dans cette situation-là se trouve complètement impuissant. Donc, il y a une absence d'écoute, des fois. Pourquoi? Parce que dès que ça commence à aller un peu moins bien, souvent, ça va pas bien, ben voyons donc, c'est parce que tu es fatigué, tu es épuisé, tu as peut-être vécu ça difficilement. Les parents ont de la difficulté à pouvoir dire que ça va bien. Et ce qui est le plus triste là-dedans, c'est que souvent, ils se retrouvent complètement isolés. Isolés pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de crises. Donc, la famille s'isole d'eux, la famille élargie. Ils ne veulent pas être témoins de ça ou ils ne savent pas quoi dire ou souvent, il va y avoir des commentaires inappropriés par rapport à ça. Genre, mais qu'est-ce que tu as pensé d'aller chercher? C'était sûr, si tu allais chercher un enfant de cet âge-là, c'était sûr que ça pourrait être difficile. Ben, vous l'avez voulu, vous l'avez eu, fait qu'à cette heure, faites avec. Ce genre de commentaires-là qui est absolument pas aidant fait que les parents vont se refermer, vont pas aller chercher de l'aide, vont pas aller vers les organismes facilement, les organismes communautaires ou vers le soutien, etc. C'est pas évident. Lorsqu'ils tendent la main pour aller vers ces organismes-là, souvent, la relation est grandement altérée, la situation familiale va vraiment pas bien. Quand ils réussissent à dire « OK, je pense que c'est temps qu'on demande de l'aide », il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Ce qui fait que ça va éclater. C'est souvent un événement violent. C'est souvent un événement où soit l'enfant qui est en grande difficulté est violent envers le père ou la mère ou violent envers un membre de la fratrie. C'est souvent là que ça va faire non, là, je ne peux pas aller plus loin, j'ai besoin d'aide. C'est là que ça va être soit par un signalement, soit qu'ils vont s'auto-signaler, soit qu'ils vont essayer, soit qu'ils vont se rendre à l'urgence. On a vu ça, des situations où ils vont se rendre à l'urgence, aux urgences psychiatriques en disant « Faites quelque chose, là, je suis plus capable, j'ai peur. » Donc, ça, c'est quelque chose qui est là. Mais l'élément qu'il faut retenir, c'est que pour le parent, c'est pas juste voilà, il y a une cassure qui vient de se faire dans ma tête. C'est vraiment, je garde un lien avec cet enfant-là. Ils vont décrire la relation de l'enfant envers eux souvent comme un lien utilitaire, mais pour eux, ils se voient comme un tuteur souvent, très souvent comme un tuteur à distance. Ils vont essayer de maintenir. Il y a des familles qui vont avoir réussi malgré une mise entre parenthèses, malgré un placement temporaire, à ramener certains liens puis créer ce lien-là. Il y en a pour qui, non, malheureusement, c'est très, très, très difficile pour eux et ça va avoir un impact, vous pouvez imaginer, sur, évidemment, sur la fratrie. Comme je vous disais, pour les parents, il reste un lien. Il reste à distance. Et c'est très souffrant, cette mise à distance-là. C'est excessivement souffrant. Ils vont avoir beaucoup, beaucoup de soucis, beaucoup besoin d'aide. Et parfois, ce besoin d'aide-là n'est pas entendu. L'expression qu'on a le plus entendue de la part des parents qui se sont confiés à nous, c'est l'impression de se noyer parce que c'est une vague après une autre, après une autre, après une autre, après une autre, sans jamais avoir nécessairement de bouée ou de main tendue pour essayer de s'en sortir. Donc, c'est le perpétuel défi de vivre dans le quotidien avec ces crises par-dessus crises par-dessus crises, et ça épuise énormément. Ces parents-là sont habités évidemment par un très, très grand sentiment de culpabilité, de honte, de colère, de déception. C'est une grosse boule de toutes ces émotions-là mélangées ensemble. Je ne suis pas certaine que les parents qui sont plus près de la réalité auraient été capables de nommer tout ça. Je crois que la distance, être capable de regarder après est venu aider les parents à nommer les choses. Ce qui nous a beaucoup, je dirais,
Amener notre regard, c'est l'isolement, à quel point ces gens-là vont s'isoler de leur famille élargie, vont s'isoler de leurs amis, parce que même eux sont pas à l'aise. Donc, tout ce qui est soutien pour avoir du répit, c'est souvent absent. C'est pas là parce que les gens savent pas trop comment s'y prendre. Ils ont une très grande déception de ne pas être entendus parfois, pour ne pas dire parfois de la colère. Et ils ont très, très peur parce qu'ils disent, ben, moi, j'ai été évaluée, puis on m'a dit que j'étais capable, on m'a dit que j'étais apte. On m'a dit que lorsqu'on m'a proposé que je serais tout à fait apte à prendre ça en charge, comment ça se fait que c'est si difficile? Ils ont un sentiment de responsabilité, ils ont une difficulté à ce niveau-là et ils ont surtout beaucoup de commentaires inappropriés. Euh, Ça commence à être plus connu, les difficultés au niveau de l'attachement. Plusieurs parents vont en parler. D'autres problèmes de santé mentale, ça commence à être connu. Il y a des parents pour qui c'était très, très difficile de parler de ça aussi parce qu'ils disent j'avais l'impression que je n'étais pas entendue ou que je disais quelque chose puis on ne me comprenait pas. Mais il n'y a pas que ces diagnostics-là qui sont venus jouer. La lourdeur du quotidien et l'absence d'accompagnement et de soins est venue jouer pour beaucoup, 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 beaucoup là-dedans. Ça, c'est clair. Donc, on poursuit notre analyse. On essaie d'avoir une perspective systémique, on essaie d'aller voir l'impact que ça a eu sur la fratrie. On est aussi en train de regarder qu'est-ce que ça a comme effet chez le volet, quand on regarde du côté de la personne adoptée, qu'est-ce qu'il y en est. On essaie d'aller pousser plus loin aussi sur l'impact dans nos analyses sur l'apparentement. Mais là, présentement, on travaille beaucoup sur les perspectives des professionnels et des personnes adoptées. Donc, si vous avez des gens qui vous pensez qu'il y aurait des choses à nous dire, vous avez envie de venir nous parler, gênez-vous surtout pas. Bref, ce que j'aimerais que vous reteniez de notre courte rencontre aujourd'hui, c'est que même si ça a l'air de bien aller, le quotidien peut être difficile et il faut avoir la sensibilité d'écouter. Et ça veut dire aussi, pas dire confirmer d'entrée de jeu que ça va bien. Ah, ça va bien, vous faites bien ça. Laissons l'espace pour nous dire quand ça ne va pas. Même si dans nos yeux, ça a l'air à bien aller de l'extérieur. Donc, ayons cette sensibilité d'écouter, d'être à l'affût, que même si ça a l'air parfait, ça ne l'est peut-être pas. L'autre chose, c'est que lorsqu'on ne sait pas ce que ça implique, cette situation-là, cet enjeu de santé-là, ça vaut la peine d'aller chercher le regard des autres. C'est complexe. On a des situations complexes en adoption internationale. Et c'est Edgar Morin qui nous disait la complexité nécessite un regard interdisciplinaire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement un enfant qui a ce diagnostic-là ou qui a ce besoin de santé-là? Est-ce que ça veut dire que ça va être difficile à l'école? Est-ce que ça veut dire que ça va être difficile au quotidien? C'est important pour les services, pour l'accompagnement, mais c'est important pour les parents qui comprennent aussi exactement dans quoi ils s'embarquent et aussi s'assurer que les attentes ils n'ont pas des attentes démesurées. Si vous avez un enfant qui est lourdement, je vais vous donner un exemple, lourdement handicapé, mais que vous voulez que ce soit dans votre cœur de parent, vous espérez que ce soit un très, très grand sportif, puis vous l'impliquez beaucoup, beaucoup dans beaucoup de choses, puis que physiquement, c'est très difficile, bien, les attentes ne sont pas rencontrées. Vous comprenez, j'ai pris un exemple très loin pour essayer d'éviter de donner des exemples trop proches de l'étude comme telle, mais l'idée, c'est ça, c'est d'avoir des attentes réalistes. Et pour avoir des attentes réalistes, ben, il faut bien saisir ce en quoi on embarque et aussi, est-ce que j'ai autour de moi ce qu'il faut pour m'accompagner par rapport à ça? C'est le bout qu'on a besoin, je pense, en professionnel, de partager. Pour comprendre les troubles neurosensoriels, j'ai besoin de l'ergothérapeute. Pour comprendre les difficultés de langage, j'en ai besoin de l'orthophoniste. Parce qu'imaginez, c'est des enfants qui arrivent plus âgés, c'est sûr qu'ils arrivent avec une autre langue. Parfois, on va dire, ah, c'est parce qu'il y a un retard de langage, parce qu'il parlait une autre langue. Non, c'est parce qu'il y a un retard de langage, parce qu'on ne lui parlait pas. Donc, il y avait déjà un retard de langage dans sa propre langue. Et alors, c'est déjà ça aussi qu'il va falloir faire. Je pense que sensibiliser les gens aussi que ça existe. Hein? Ça existe. Et du fait que ça existe, quand je dis dédramatiser, c'est d'être capable d'entendre que pas garder ça tabou, pas garder ça caché, de savoir qu'il y a des gens qui ont vécu ça, mais de savoir qu'il y a des gens qui ont été capables d'être accompagnés suffisamment
pour prévenir ce moment de rupture-là, de mise à distance. Parfois il y a eu des dispositifs qui ont été mis pour sauver les meubles et que ça a fonctionné. Et que quand le quotidien est difficile, de ne pas hésiter à demander de l'aide. C'est peut-être le message le plus important à passer aux parents. La demande d'aide, elle arrive, mais elle arrive tard. Et comme c'est complexe avoir de l'aide et c'est complexe trouver à quelle porte frapper puis comment aller chercher des services, ben parfois, c'est vraiment trop tard que cette demande-là, elle arrive. L'autre point à considérer, bien évidemment, c'est le contexte de l'adoption internationale. Un changement de pays, un changement d'odeur, un changement de bruit. On a beaucoup de dimensions à ce niveau-là. C'est un univers qui est complètement différent pour ces enfants-là. C'est difficile de comprendre comment ça fonctionne, une famille. Il faut être conscient qu'il y a ce contexte-là aussi. Chaque famille, là, c'est une rencontre anthropologique. Et pour arriver à s'approcher de ces gens-là, pour arriver à réaliser vraiment, puis être vraiment à l'écoute, ben, je vous dirais que comme professionnel, il faut apprendre à se dégager de nos préjugés, de nos a priori. On oublie le trajet, le parcours de ces familles-là, qui sont souvent des battants. Parfois, il y en a qui ont passé par des expériences d'infertilité difficiles et douloureuses dans des cliniques de procréation médicalement assistée, où on s'est fait dire, ben vous savez, c'est pas grave, en adoption, vous aurez un enfant, ça va fonctionner. Lorsqu'ils sont arrivés en adoption internationale, ils se sont dit, oui, c'est lourd comme processus, vous avez à faire beaucoup de choses, mais dans 3 ou 4 ans ou 4 ans et demi, ben, vous allez avoir un enfant. C'est une trajectoire qu'on oublie. Et parfois, on peut avoir des a priori, ben voyons, ben, pourquoi ils n'ont pas demandé d'aide avant? Ben voyons, pourquoi ils n'ont pas fait ça avant? Ben là, ils ont couru après, puis là, ils demandent de l'aide. C'est attention à ça, il faut faire attention à ça. Plus on se donne, on se dégage de nos a priori, plus on va être capable d'avoir accès à l'expérience de ces parents-là, parce qu'ils sont un petit peu, je dirais, méfiants avant de se confier. Ils veulent être sûrs qu'ils racontent ça à quelqu'un qui va avoir vraiment un jugement et une écoute, qui vont avoir le goût de les aider. Parce que c'est ça la grande différence qu'il faut entendre là-dedans, c'est qu'ils ne veulent pas être là. Ils ne veulent pas être dans cette situation-là. Mais c'est la souffrance qui est trop grande, fait qu'ils amènent à dire, là, je suis en danger ou les autres enfants sont en danger dans la famille, il faut que je fasse quelque chose. Voilà. Je vais laisser le peu de temps qui nous reste pour qu'on puisse échanger et discuter. C'est vraiment une amorce, une première étape, c'est des données préliminaires, comme je vous disais. C'est quoi que ce soit, mon équipe et moi, on reste disponible pour vous. Vous pouvez communiquer avec nous. Mais n'hésitez pas à aller sur notre site d'Expérience Adoption. On est toujours en train de faire des projets, notamment chez les professionnels de la santé et des services sociaux. Si vous avez des choses à nous raconter, à nous parler de vos expériences, venez nous voir, ça va nous faire vraiment, vraiment grand plaisir de vous écouter, de vous entendre. On a des sondages en ligne, on a aussi des entretiens qu'on peut faire. Tout est à distance, donc s'il y a quoi que ce soit, ça nous fera plaisir de vous entendre.